pour terminer cette guerre ici, nous avons besoin d'un organe, un corps compact, où dedans, là, il n'y a pas d'éléments douteux. Il y a eu une expédition des leveurs qui sont partis de l'Est. Mais on sous-entend, on suppose qu'ils sont venus du Rwanda, qui ont parcouru tout le Maniema, le Kasaï, et qui sont arrivés jusqu'à le Bandundu ici, avec des ébous et tout ça. Et dès leur arrivée ici, ils ont été accueillis par M. Kabila, parce qu'il y a des photos qui l'indiquent clairement. C'est vrai ça? Oui, il y a des photos. Est-ce la classe politique est-elle mûre, est-elle capable de nous amener à terminer cette guerre? Je vous ai dit non. Alors, on laisse celui qui maîtrise. Je vous ai dit sur ce plateau que beaucoup de gens parlent tout simplement par haine. Hein, ils disent, oh, ce qu'il dit, ceci et tout ça, mais ils ignorent qu'ils ont face à eux un fin politicien, un fin diplomate, un fin stratège. Si hier, la colonisation, avec tous les néocolonialistes, etc., n'ont profité au maximum de nos ressources, aujourd'hui, nous voulons sur la table négocier avec toutes ces puissances. C'est comme ça qu'on négocie avec la Chine. On a réussi véritablement à la mettre à laquelle elle est. Nous sommes avec les Américains. Parce que, croyez-moi, l'Amérique est un partenaire traditionnel, stratégique du Congo. Oui. C'est l'Amérique. Et nous sommes dans une sorte de compétition, de guerre froide à travers le monde, etc. Si nous avons reçu les Chinois, c'est très bien parce que nous avons besoin de moyens additionnels, mais nous devons aussi être avec notre partenaire traditionnel. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. La République démocratique du Congo, un pays à vendre ou un pays qui appartient aux Congolais? Cette question divise la classe politique parce que il y a les opposants qui pensent que le président Félix Tshisekedi veut vendre le pays aux États-Unis. On va en parler sur ces plateaux. Le chef de l'État s'est rencontré avec son homologue Paul Kagame, mais c'était au Qatar. Est-ce le chef a dit ses 4 vérités à Paul Kagame? Les dialogues de Luanda, est-ce ces dialogues a encore son sens d'être? Parce qu'il y a aussi les opposants qui pensent qu'eux aussi, ils doivent se retrouver dans ces dialogues qui est censé être un dialogue inclusif. Je parle de Martin Fayulu, Katumbi, Lasenko et d'autres ténors de l'opposition qui ont écrit au président Lorenzo que c'est important qu'ils aussi prennent part dans ces dialogues. Qui sont à la base de la trahison de la République démocratique du Congo, l'infiltration? Est-ce la classe politique congolaise? Aujourd'hui, j'avais annoncé mes invités. Je reçois pour vous une fois de plus, vous m'avez exigé, de chercher M. Christopher Ngoy, que vous, le public, vous avez surnommé les prophètes politiques. Il est ici avec nous, M. Christopher Ngoy. Je précise que vous êtes coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo. M. Christopher, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Voilà, et de l'autre côté, nous avons une fois de plus la présence de celui que vous appelez les sages de l'Afrique, les panafricanistes, un grand esprit de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Lui s'appelle M. Norbert Yamba Yamba, cadre de l'UDPS, mais plus, il aime qu'on l'appelle panafricaniste. Il est ici avec nous. M. Norbert, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, merci pour
mon frère et ami Christopher, que je n'ai pas vu à un certain temps. En tout cas, merci pour avoir fait ce casting. Ça me fait énormément plaisir. Merci. Avec vous, il y aura la présence du sénateur Idriss Mangala, l'ancien gouverneur de la province du Maniema. Il va faire son entrée, il est aussi de l'UDPS. Mais de l'autre côté, il y aura la présence de M. Dieudonné Mouchagaloucha, lui qui est aussi de la société civile, mais proche PPRD, proche FCC. Mais nous allons analyser la thématique. Aujourd'hui, le perspective de paix de l'Est, la classe politique congolaise est-elle limitée face aux enjeux? Perspective de paix dans l'Est, la classe politique congolaise est-elle limitée face aux enjeux? Mais devant les difficultés, devant la crise, un grand pays fait en sorte que ses élites puissent réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes qui rongent le pays. Mais parmi cette classe montante, nous avons des politiciens, nous avons des professeurs politiciens, nous avons des vertébrés en République démocratique du Congo. Et ces gens-là, ils sont incapables de réfléchir pour nous montrer la boussole afin que la RDC puisse avoir la paix. Je préfère commencer avec le coordonnateur de la société civile nationale de la République démocratique du Congo, M. Christopher Ngoy. D'entrée des jeux, la paix en RDC, est-ce une mission impossible? La paix en RDC n'est pas une mission impossible. D'autant plus que nous-mêmes, peuple congolais, nous sommes un peuple de paix. Et l'agression nous vient d'ailleurs. Malheureusement, nous avons un pays très nanti en ressources minérales et autres, qui sont convoités par le monde. Malheureusement, nous trouvons parmi nous, surtout au sein de la classe politique, et même de l'armée, des affairistes. Malheureusement, il y a des erreurs que nous avons à l'actif qui ont donné la possibilité à toutes ces personnes-là de s'incruster dans la gestion de la res publica et de nous imposer la guerre ou de contribuer à la guerre qui nous est imposée. Ne dit-on pas que lorsqu'un virus persiste dans un corps, c'est qu'il trouve la matière nécessaire à sa subsistance au sein de ce corps même. C'est-à-dire, c'est en notre sein que tous ceux qui convoitent le pays trouvent des ouvertures pour pouvoir accomplir leur seule besogne. C'est cela. Mais l'ensemble de la population congolaise, de par notre culture, nous aimons la paix. Et nous travaillons pour la paix. Nous travaillons pour la paix, M. Norbert Yamba. Est-ce la RDC s'est laissé piéger, pour ne pas dire la RDC, les Zaïre à l'époque de Mobutu, c'était un piège d'avoir accepté que les réfugiés rwandais entrent en République démocratique du Congo? Merci Delphin pour cette question très pertinente et récurrente. Hein, parce que si effectivement on avait déjà trouvé une solution, la question ne serait pas d'actualité. Et quand ça continue à être posé, c'est que très clairement, on n'a pas encore trouvé des solutions plausibles par rapport à la question. Mais avant de vous répondre, j'aurais voulu revenir à la question que vous posiez, si l'élite congolaise n'est pas limitée. N'est pas limitée. Pour répondre à cette question, sincèrement, Delphin, il faut savoir, il faut se poser la question sur la nature de la guerre. La nature de la guerre, savoir également les acteurs de la guerre, savoir les motivations. À ce moment-là, vous allez dissocier
qui y est concerné par la guerre. Vous venez de parler tout à l'heure là, si on n'avait pas commis une erreur de recevoir les réfugiés. C'est pas seulement ça. Ok. Tu peux chercher une réponse par rapport aux réfugiés aujourd'hui, mais écoutez, le Rwanda a ses intérêts. Tous ces pays voisins, ils sont 9, mais 2 sont très récidivistes. L'Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda, etc. Bientôt, l'Angola, avec tout ce que nous avons comme interaction, tout ce que nous avons comme motivation économique commune, etc., ça posera un problème. Et si vous parlez du Rwanda, mais il faut parler également des multinationales qui ont besoin véritablement de nos ressources. Et si vous parlez de ces gens-là, mais n'oubliez pas, à l'interne, il y a des Congolais qui, à tout moment, posent des problèmes, etc., et qui sont capables d'être achetés et faits être au service des autres. Et donc, lorsque vous avez plusieurs étages pour rechercher une solution, et donc le problème devient complexe. Et on ne cherche pas une solution simple à un problème complexe. Et la solution, la difficulté et la limite de la classe politique congolaise, c'est de considérer que voilà, si on aura résolu avec le Rwanda, et tout s'arrêterait. Or, il y a d'autres étages qui sont encore plus profonds parce que le Rwanda, c'est un site, un espace de transit de tout ce que nous avons comme ressources, etc. Donc, moi je pense qu'on n'a pas suffisamment approfondi la réflexion. Une réflexion qui tient compte des objectifs de la guerre, qui tient compte des acteurs de la guerre et qui tient compte des problèmes prioritaires dans la région de Grand Lac. Alors, lorsqu'on aura compris ces différents étages et qu'on arrive à mettre en place un réseau multiniveau, c'est à ce moment-là qu'on va prétendre naturellement commencer à chercher la solution. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'on a mal fait? Ben, écoutez, à l'époque, nous étions Congo-Belge. Hein. D'abord, en 1925, il y a eu Congo, Rwanda, Burundi. Après la Première Guerre mondiale, défaite de l'Allemagne, etc., on nous a réunis. Et puis après, lorsque on a mis en place des grandes plantations à l'est du pays, même au Katanga, etc., on avait besoin de la main-d'œuvre et on est allé se ressourcer au Rwanda, etc. C'était en 1937. Et donc, ils sont venus, parce que c'est le pouvoir colonial qui l'a voulu. Mais ils étaient comme des réfugiés pour venir travailler. Et puis en 1959, avec la révolution des Hutus contre les Tutsis, la dynastie royale Tutsi, etc., et cette révolution a poussé à ce qui est migration des Tutsis dans la sous-région, notamment le Congo, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Voilà. À ce moment-là, le Congo, Mobutu n'avait pas commis une erreur. Certainement que, bon, ils étaient assez malins parce que déjà en 1972, avec le directeur de cabinet du Sengimana, etc., on a pris l'ordonnance qui reconnaissait à tous les Tutsis, tous les Rwandais qui étaient au Congo avant l'indépendance comme étant des Congolais. Mais les Congolais n'ont pas voulu parce que les choses se sont désagrégées. Déjà en 1977, lorsqu'il y avait élection, les gens du Nord, Kivu, compagnie, Massissi, n'étaient pas d'accord avec cet exercice. C'est comme ça que le comité central, à l'époque, en 1981, avait pris la décision et a demandé au président de la République d'annuler l'ordonnance de 1972. Et alors, depuis ce temps-là, écoutez, les Tutsis devenaient comme des apatrides. Cela a été réglé à la conférence de Sainte-City, dont nous avons de nouvelles dispositions qui garantissent les uns les autres. Merci. Alors, M. Christopher Ngoy, avant d'évoluer avec cette question, parce que nous parlons de perspective de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, est-ce que la classe politique congolaise est-elle limitée face aux enjeux? Nous avons besoin de vous. On vous considère en RDC comme des bibliothèques. Il y a de jeunes qui sont en train de vous suivre aujourd'hui. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent en disant
que le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une naïveté de la part de cette classe politique congolaise. Mobutu connaissait l'histoire. Vous n'avez pas oublié que Lumumba disait déjà qu'il y avait le problème de la balkanisation. Mais avec cette communauté internationale qui nous a demandé d'accepter d'ouvrir nos frontières, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de refuser? Parce que la menace existait déjà. Bon, vous savez, on ne pouvait pas refuser parce que le maréchal Mobutu prônait que le pays était accueillant, la solidarité africaine. Il prônait la solidarité. Et puis, ce qui était arrivé au Rwanda, bon, nécessitait quand même qu'on assiste tous ces gens-là qui fouillaient la guerre. On ne pouvait pas fermer les frontières. Et c'était inhumain. Est-ce que ce n'était pas un plan fait à dessein pour infiltrer les Congo parce qu'il y avait les projets de la balkanisation? Le plan, je crois qu'il existait déjà. En parcourant tout ce que nous parcourons comme document, on trouve qu'il y avait quand même une intelligence déjà au préalable. Alors, nous avons subi ce plan-là. Nous avons subi ce plan et on a joué sur notre code sensible. La solidarité, les relations de bon voisinage que nous prenions à l'époque et l'humanisme. On ne pouvait pas laisser les gens mourir comme ça, tout ça, il fallait les assister. Mais rappelez-vous que le maréchal Mobutu avait même refusé à un certain moment que lorsqu'on parlait de l'envoi d'un contingent des Nations Unies, il n'était pas d'accord. Il était très hésitant et je me rappelle à l'époque, il disait qu'écoutez, ce contingent-là peut arriver, mais ça sera très difficile de le faire partir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec la MONUSCO. Elle est là, mais je ne pense pas qu'elle soit disposée à partir. Hein? Et Mobutu déjà le disait à l'époque. Mais devant l'évidence, de la détérioration du tissu social, l'évidence de la précarité de la vie de ceux qui fouillaient la guerre, on ne pouvait que les assister. Est-ce que la classe politique est-elle naïve, complice? Bon, je pense que nous avons un problème. Au Congo, les gens viennent avec leurs propres prérequis. Ils viennent avec le bagage académique. D'aucuns acquis à l'université, d'autres même pas, mais ils se jettent directement en politique sans maîtriser. Même ceux qui étudient les sciences politiques dans les universités, ils le font peut-être pour avoir des bonnes notes, mais ils ne portent pas en eux cette science-là, ils ne transpirent pas de ça. Vous suivez? Les gens viennent en politique avec en passant au devant leurs intérêts. Ils viennent en politique en se disant c'est la meilleure voie pour se faire de l'argent, s'enrichir, se faire une place dans la société, se faire connaître. Alors, les gens viennent en politique pour disposer des avantages. Alors, également, je peux dire que la plupart de nos politiciens ont difficile à décrire même ce que c'est la politique. Ils prennent la politique au rabais comme un cadre de discussion, une série de discussions mondaines, hétéroclites, et qui se terminent ou qui ont pour objectif de se remplir les poches. Donc des bavardages inutiles pour se faire connaître ou se faire voir simplement. Alors que la politique, c'est une science, également un art, qui permet à un peuple, à une communauté, de s'ordonner à une fin supérieure. Aujourd'hui, nous avons un problème de guerre. Beaucoup, lorsqu'ils évoquent le dialogue, tous ils se disent c'est l'opportunité pour revenir au pouvoir sans passer par des élections. Et ils sont prêts à tout brader
même le processus démocratique, c'est-à-dire nous sortons, il y a une année on était aux élections. Il y en a qui ont gagné, d'autres n'ont pas gagné. Moi j'étais candidat. Bon, je ne suis pas passé, mais je n'en fais pas un problème. Mais il y a des gens qui estiment que, comme ils ont raté là, attendre encore 5 ans, c'est trop. Donc, il faut trouver une opportunité pour faire tomber tout et puis revenir à la case de départ. Et ils sont prêts à partiser avec ceux qui viennent de la guerre parce que c'est aussi une formule pour d'aucuns qui se disent allons avec la guerre, comme ça on fait tomber les institutions, on répond, on va faire une transition, ainsi de suite. Et vous trouverez, dès qu'il s'agit du dialogue, parce qu'avant, je me plaignais, je vous dis, mais j'étais très hésitant, je me demandais, mais le dialogue qui réclamait les M23 à l'époque, AFCM 23, curieusement, c'est au même moment que la classe politique, donc l'opposition, et certaines organisations de la société civile parlaient du dialogue, au même moment. Et je me demandais, est-ce que c'est le même type de dialogue ou quoi? Parce que les élections, en fait, consacrent un contrat social. Le peuple a été consulté, alors il a placé des gens qu'il a choisis à différents niveaux. OK? À qui il a donné la mission, le pouvoir de gérer la Respublica. Alors, il y a des gens qui se disent, comme je n'ai pas eu cette opportunité-là, autant attenter même à l'existence de la Respublica, autant tout faire ou tout casser, quels que soient les moyens, comme ça on peut ouvrir, on nous donne l'opportunité. Et si on tombe dans ces jeux-là, on ne va pas prendre tout le monde. Les plus habiles vont peut-être se retrouver, et d'autres vont rester à côté, ils vont nourrir encore cette idée-là et se dire, c'est des bonnes guerres, on peut aussi entreprendre une action pour tout faire tomber. Et là, nous sommes pratiquement pleins dans la jungle. Merci. Alors, M. Norbert Yamba, vous êtes panafricaniste, quelqu'un qui voit l'Afrique d'une autre manière. Mais j'aimerais d'abord qu'on soit un peu passéiste, parce que c'est important. Nous parlons de perspectives de paix durable dans l'Est. Comment faire, quelles sont les méthodes à mettre sur place, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que notre Est puisse avoir la paix. Mais le Rwanda a évoqué les raisons de l'histoire en disant que ce qui arrive au Congo, c'est un problème colonial. Donc, comment faire pour résoudre ces problèmes? Est-ce qu'il faut refaire la carte de l'Afrique pour qu'on trouve la solution à la source, ou soit il faut prendre ce peuple, les mixer chez nous, et pour que nous puissions vivre ensemble, comme Cho l'a dit, les bons vivre ensemble. Merci Delphin. Je reviens encore. Est-ce que la classe politique est-elle limitée? C'est une interpellation en fait. Cette interpellation nous pousse, nous, à réfléchir pour chercher des solutions parce que nous avons besoin de la paix. Alors, pour chercher des solutions, il faut que nous soyons en mesure de comprendre comment les choses se sont passées, se sont déroulées tout au long de l'histoire. C'est vrai que j'ai déjà entendu des discours rwandais qui consistent à dire que il faut revisiter les frontières de la colonisation qui ont été reconnues comme intangibles par l'Organisation de l'Unité africaine, etc. Je voudrais restituer les faits coloniaux. Lors de la conférence de Berlin, en 1885, c'était le 15 novembre, les puissances, 14 puissances se sont retrouvées et ils voulaient se partager l'Afrique. Les contenus que vous voyez, qui est considéré comme les Congo-Kinshasa, ça c'est l'affaire du roi Léopold II. Parce qu'il a fait des efforts pour prendre une partie qui était en Angola, pour prendre une partie qui était en Zambie, etc., jusqu'à en faire un pays mastodonte. Lors des discussions
de la conférence de Berlin, personne ne connaissait le Rwanda. Le Rwanda fonctionnait à l'époque comme un royaume, comme on a trouvé royaume Congo, royaume Luba, royaume. On n'a pas parlé de la délimitation de frontières avec les Rwandais. Et les Rwandais, comme le Burundi, faisaient partie du Congo. Oui. C'est donc le Congo qui est en mesure de réclamer le Rwanda et le Burundi. Lors des négociations, comme c'est l'Allemagne qui avait convoqué la conférence avec Bismarck, qui était pratiquement le cousin du roi Léopold II, il a négocié, parce que quand ils sont venus explorer, on a dit non, il y avait un royaume qui fonctionnait à l'époque et qu'il faut reconnaître. Et l'Allemagne voulait prendre ça parce que c'était trop grand, le Congo. Raison pour laquelle on a fait une délimitation pour ressortir le Rwanda, ressortir, n'est-ce pas, le Burundi. Le seul pays dont la moitié était congolaise, c'est l'Ouganda. Ok. C'est l'Ouganda. Mais il n'y avait pas de débat autour du Rwanda, autour du Burundi, à la conférence de Berlin. Et donc, la conférence avait sorti une résolution pour dire, au niveau des délimitations, ça se fera pays à pays, parce qu'il y a eu des pays qui ont envoyé des explorateurs compagnie. Alors, le problème colonial est fondamental. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'on a fait la délimitation des frontières, ils n'ont pas tenu compte des héritages traditionnels, des valeurs culturelles. Lorsqu'on délimite, encore qu'il n'y avait pas même de borne de démarcation, et donc, vous allez trouver par exemple des Rwandais qui sont Tutsis, qui se trouvent du côté du Congo, et des Rwandais Hutus qui se trouvent du côté du Congo, et une partie du côté du Rwanda, une autre partie de Tutsis du côté du Rwanda. On délimite, on n'a pas tenu compte de cette appartenance culturelle. Et c'est la colonisation. C'est comme ça que Thomas Sankara dit, on nous a divisés sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Donc le Rwanda a raison, parce que la carte a été mal dessinée. Donc le Rwanda peut réclamer ses terres ici. Non, le Rwanda n'a pas réclamé de terres. Regarde, la province de Tchangungu, qui se trouve à la frontière entre le sud Kivu, Bukavu et le Rwanda, cette province appartenait au Congo. Lorsque le Bismarck, qui était le chancelier allemand, discutait avec le roi Léopold II, qui était son frère presque, et donc on a pris la résolution de remettre au Rwanda Tchangungu et Gisenyi. Gisenyi était congolaise. Et c'est comme ça que en 1910, on avait demandé aux gens qui habitaient à la fois Gisenyi, à la fois Tchangungu, à la frontière, de se prononcer. Ceux qui voulaient rester au Rwanda, restent au Rwanda. Ceux qui voulaient devenir congolais, deviennent congolais. C'est comme ça que vous voyez, la plupart des gens qui sont à Mumba, etc., à Bukavu, sont, la plupart des gens du Kivu, ils disent non, nous sommes du Congo, ils sont venus. Ceux qui voulaient rester au Rwandais sont restés rwandais. Donc, il n'y a pas un débat autour de cette question de délimitation de frontières. Est-ce que nous avons des Hutus congolais, des Tutsis congolais, des Hutus rwandais et des Tutsis rwandais? Oui. Il y a des Hutus. Vous savez qu'en Rutshuru, aujourd'hui, s'il y a des Tutsis, des Hutus, mais une partie, quand on a cédé, Tchangungu, on a cédé Gisenyi, le Congo, avec que dirais-je, la résolution entre le roi et Bismarck, on a cédé une partie, n'est-ce pas, de Rutshuru au Congo. Et à ce moment-là, il y avait des Hutus, il y avait des Tutsis qui étaient de chez nous. Le grand problème, c'est que nous avons connu 4 ans de migration. La première migration, je vous ai dit, en 1925, avec, c'est pas,
la défaite de l'Allemagne et qu'on a donné la Belgique, le Rwanda, le Burundi, ensemble avec le Congo. Et deuxième, c'est la migration de 1937, où vous avez vu et les Tutsis et les Ougandais, les Hutus sont venus. Et en 1959, vous avez la migration des Tutsis qui entrent au Congo, vont jusqu'à l'Ouganda, etc. La tranche, la filière des Kagame. Et en 1994, avec les génocides rwandais, il y a eu des gens qui sont entrés. Alors vous avez plusieurs vagues. Mais c'est un même peuple rwandophone. Alors maintenant, ils viennent, ils trouvent les gens qui ont le même, qui ont la même culture qu'eux, qui parlent la même langue qu'eux, mais qui sont moins que ceux qui arrivent. Et donc, cette solidarité a permis à ce qu'ils entrent, mais ils se prononcent tout de suite qu'ils sont Congolais. Et cela remet en question même la présence de ceux qui étaient toujours là et qui sont véritablement des Congolais. C'est ça la difficulté. Et c'est là qu'on dit que la colonisation a créé des problèmes par rapport à la guerre que nous avons. Alors, la colonisation a créé des problèmes, le peuple s'entretue. Monsieur le Président, le coordonnateur de la société civile nationale de la RDC, M. Christopher Ngoy, j'ai suivi le ministre Tutsi congolais, M. Alexis Gisaro, qui dit: nous n'avons pas un problème. Notre communauté en RDC est en train de s'adapter. Nous avons la culture congolaise, mais il y a juste un problème de l'ère morphologie qui pose des soucis aux Congolais. Parce qu'ils ne sont pas acceptés facilement. M. Norbert même vient de dire que nous avons des Hutus congolais et des Tutsis congolais. Mais le vivre ensemble là pose problème parce que leur facette pose problème. Comment régler ces problèmes? Est-ce qu'il ne faut pas prendre Nord Kivu, Sud Kivu, c'est deux Rwanda? Comme ça, ils peuvent mieux vivre et nous, nous pouvons vivre en paix. Ça, c'est une question très dangereuse. Mais je fais que poser des questions. Oui, ça, c'est très dangereux de dire ça. Parce qu'il y a un problème de faciette, bon, morphologie. Je voudrais ici revenir un tout petit peu sur ce que mon frère panafricaniste. Non, oui. Pour ajouter ceci, lorsque l'État indépendant du Congo est créé, à la conférence de Berlin, le Rwanda n'existait pas en tant qu'État, le Burundi non plus, même l'Angola, même l'Ouganda. Le premier État à être créé de tous ces États-là, c'est le Congo. Okay. Et ça tranche tout. Parce qu'on ne voit pas comment l'État qui a été créé, le premier, avant que les autres n'existent, nous fûmes. La RDC a existé. Comment est-il possible que ceux qui n'ont pas existé, quand la RDC fut créée, puissent réclamer des territoires sur la RDC alors qu'eux n'existaient même pas? La question est déjà résolue. Rien que par la logique. On nous montre un seul document qui indique que le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda ont-ils existé avant le Congo? Avant le Congo. De toute l'Afrique ici, le premier État à exister, okay, c'est le Congo. Alors, ce débat-là est clos. Osez penser même que le Rwanda a des terres à réclamer chez nous et tout ça. Non, moi, je suis scientifique, je suis pragmatique, je suis cartésien. Ce débat est clos. Comment vous n'avez même pas encore, vous n'étiez pas en vie. Vous êtes venu après moi. Mais vous venez réclamer. Donc, ça, les partis du Congo qui réclament là, leur appartenaient pendant qu'ils n'existaient pas. Ça a un problème. Alors, si on veut parler des royaumes, oui, mon ami Norbert l'a dit. Le découpage tel que décrié par Thomas Sankara, qu'il a cité, n'a pas tenu compte
la configuration traditionnelle Et culturel. et culturelle. N'a pas tenu compte de ça. Ceux qui ont fait le découpage là, ils ne voyaient que les intérêts. Et d'ailleurs, à cette époque-là, lorsque on faisait le découpage, c'était plus les intérêts qui étaient pris en considération. On ne considérait même pas l'existence de toutes ces peuplades là. Oui. Je voudrais dire ici que le problème de Tutsi, Hutu, Congolais, Tutsi, Hutu, Rwandais, il y a un problème de vivre ensemble. non. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble parce que nous avons toujours vécu ensemble. Mais aujourd'hui, le Ouazalendo ne les supporte pas. C'est D'où vient parce que- ces vents de Ouazalendo? Non. Donc, ils sont Écoutez. anti-Tutsi. Il faut qu'on se le dise, la Les vérité. Ouazalendo ne le supportent pas. Hein. Même aujourd'hui, dans notre armée, il y a un grand malaise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, à partir des derniers événements, ce qui s'est passé au front, mais il y a des gens qui ont, issus de brassage, de mixage, on les a mixés dans notre armée. On leur a donné même des grades très importants. Des postes de commandement. Mais tout le monde a été surpris. Et c'est connu de tous. Que ces gens-là, quand ils se retrouvent devant un choix, ils choisissent de servir le Rwanda que le Congo. Et ça, c'est fait au vu de tout le monde. À l'est, là-bas, les Ouazalendo, ce sont des habitants de là. Avant d'être Ouazalendo, c'était des personnes, des jeunes gens qui vivaient chez eux, dans leur communauté. Même des intellectuels. Même des intellectuels qui vivaient dans leur communauté, mais qui ont vu du jour au lendemain, après que Kabila Ngoï Mulunda les ait désarmés, parce qu'ils ont organisé une opération de récupération des armes, Parek. Parek, Une arme contre $100. 100 $. C'est ça le lot tribut qu'ils ont payé. Ils ont rendu les armes que Mouzé leur avait données parce que, en voyant la vague qui était en train de déferler, il a dit non, ici nous devons nous défendre tous, nous tous nous devons nous défendre. Et il a dit cette guerre sera longue et populaire. Il a créé le groupe d'autodéfense populaire. Il a donné les armes. Et la résistance était tellement forte que le Congo était imprenable. C'est ainsi qu'un autre infiltré, un braqueur, parce que la RDC a été braquée. Même aujourd'hui, le pays est braqué C'est fort retiré. par des brigands. Ok. Là, je dis, j'assume, par des brigands. Et ces gens, voyant qu'un peuple armé, et puis c'est difficile de désarmer, et puis de l'assujettir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une ruse, ils sont venus, $100 l'arme, $100 l'arme. C'est Kabila qui a organisé l'histoire. Après avoir récupéré les armes, ils ont commencé à piller, violer et tout, mais avec une cruauté inouïe. Et c'était au vu de tout le monde. Et à ce moment-là, il y a des frères qui vivaient ensemble avec les Congolais. Du jour au lendemain, ils sont dans le même village là et ils se disent maintenant nous sommes Rwandais, nous sommes Tutsis. Okay. Nous servons les maîtres et puis on ne les touche pas. C'est comme maintenant là, quand on occupe Bukavu. J'ai entendu dire, reste à vérifier. Mais je ne pense pas qu'il y a des biens qui ont été épargnés. Il y a des familles qui ont été épargnées qu'on n'a pas touchées. Tout le monde n'a pas été traité de la même manière. Alors, il semble que certaines familles des politiciens majeurs, je ne cite personne, mais je voudrais... leurs biens ont été épargnés. Je ne cite personne. Mais je voudrais ici dire que si les Congolais ont adopté, parce que les Congolais ne sont pas mauvais foncièrement, de par nature, si ils ont adopté cette attitude-là, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport au comportement de nos frères. Alors comment faire
pour enlever cette crainte pour que nous puissions vivre ensemble. Parce que nous sommes maintenant même que nous obligés, conditionnés, si je peux le dire ainsi, donc obligés de vivre avec eux. Je vais peut-être te laisser voir. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. La guerre n'est pas encore terminée. Le problème n'est pas encore résolu. Tant qu'il y a des gens qui pensent ils ont des choses à réclamer au Congo ici, notamment le pouvoir, et les richesses, et tout ça, et les zones d'influence qu'ils ont infiltré, et l'armée et l'espace politique, tant que cela persiste encore, nous n'avons pas encore le mécanisme de détecter ou de lire les cœurs des gens, ni leur cerveau non plus, pour savoir que tel qu'il est là, malgré sa faciès, nous l'acceptons comme Congolais, mais derrière sa tête, serait-il en train de faire autre chose? A-t-il des attaches avec le Rwanda et tout ça? On n'a pas encore ces machines. Nous subissons tout ce que nous subissons à cause de ça. Merci. Il faudrait d'abord, permettez-moi de terminer, parce que vous demandez le plan de sortie. Il faudrait d'abord arriver à faire un regroupement. C'est-à-dire, pour le moment, pour terminer cette guerre ici, nous avons besoin d'un organe, un corps compact, où dedans, là, il n'y a pas d'éléments douteux. Une fois qu'on termine la guerre, on connaît ceux qui sont bons, ceux qui n'ont jamais eu de problème avec nous, et tout ça. Ils sont Congolais, ils vont continuer à être Congolais. Ça va se faire par la volonté d'un homme ou par la volonté de la communauté internationale? Par la volonté du peuple. Merci. Alors, M. Norbert Yamba, le problème de faciès pose problème morphologie, pour ne pas aller dans la France. Alors, M. Norbert Yamba, j'ai suivi une vidéo m'a envoyée. Il y a l'ancien président de la France qui était venu ici dit le problème des Congolais, c'est vos richesses. Vous ne voulez pas partager vos richesses avec les autres. Aujourd'hui, il semble que le chef de l'État a compris. Il a accepté d'aller chercher les États-Unis, la grande puissance du monde, pour le proposer. Les minéraux, les opposants sont en train de dire il a vendu l'Est aux États-Unis. Pensez-vous que si nous obtenons ces contrats avec les États-Unis, serait un moyen d'avoir la paix durable à l'Est? Merci, je suis très heureux avec Christopher de cette capacité d'analyse fondamentalement scientifique. Parce que moi, je suis en train de travailler là-dessus. Mais quand j'écoute Christopher, moi je dis, ok, ça c'est la vraie société civile. Parce que la société civile ne doit pas dormir, la société civile doit avoir des éléments d'éclairage plus que les hommes politiques. Ok. Pour être en mesure de les contrôler et de les dénoncer. Tout à fait. Cependant, j'ai deux petits points. Le premier point porte sur les Wazalendo. Les Wazalendo sont des natifs, des autochtones. Les anti-Tutsis, les Wazalendo. Comme on les appelle, par le Rwanda disent que c'est des anti-Tutsis. C'est des rebelles, des voyous, des tueurs. Il y a deux peuples. Il y a le peuple Hutu et le peuple Tutsi. Nous sommes assimilés comme des Hutus. C'est-à-dire que le Congolais n'a pas beaucoup de problèmes avec les Hutus. Les Hutus. Qu'ils soient du Rwanda, soit du Congo. Mais les Tutsis, c'est là qu'il y a de petits soucis. Mais je voudrais vous rappeler... C'est des nilotiques, les Tutsis. Oui, okay. Mais je voudrais vous rappeler que lorsque vous regardez la configuration démographique du Rwanda, les Tutsis représentent 5%. Ah, ok. Et les Hutus, c'est 84%. Les 1%, c'est pour les Tois, les Pygmées. 5%. En termes de répartition de métiers, les Tutsis, c'est un peuple éleveur. Ok. Et les Hutus, c'est un peuple agriculteur, un sédataire. Et vous savez, quand on a 1000 têtes de vaches, on a besoin de terrain, on a besoin de l'espace, etc. Pour nourrir, oui. Alors, lorsqu'ils sont à Massissi, lorsqu'ils sont à Rutshuru, etc., ils ont besoin de l'espace.
Entre-temps, ils poussent les autochtones, qui sont les propriétaires. Les propriétaires terriens. Il y a une guerre d'activité entre les Tutsis et les autochtones. Ok. Nous, on fait l'agriculture, vous êtes obligés de vous déplacer parce que la loi congolaise, dès l'époque, la loi foncière de 1973, voulait que, pour avoir une concession, il faut signer un contrat avec le pouvoir public. Ok. Or, les Tutsis à l'époque, sont avec autant de têtes de vaches, ils étaient capables d'avoir les papiers. Et les villageois, les agriculteurs se voient tout de suite expropriés et en faveur des Tutsis. Ça a permis... ça crée des frustrations. Des frustrations et une confrontation permanente et récurrente. Et ça a créé l'animosité, le dédain, la xénophobie, etc. pour dire, mais nous sommes chez nous, mais ces gens, ils sont venus. Maintenant là, on assimile même ce qui était... Vous allez récupérer votre parole. Je voudrais juste vous rafraîchir la mémoire. Tout dernièrement, il y a eu une expédition des leveurs qui sont partis de l'Est. Mais on sous-entend, on suppose qu'ils sont venus du Rwanda, qui ont parcouru tout le Maniema, le Kasaï, et qui sont arrivés jusqu'à le Bandundu ici, avec des ébus et tout ça. C'est ça. Et dès leur arrivée ici, ils ont été accueillis par M. Kabila, parce qu'il y a des photos qui l'indiquent clairement. C'est vrai ça? Oui, il y a des photos, il y a des images. Et après la réaction des autochtones, on n'est plus parvenu à les circonscrire, à savoir là où ils sont, et ainsi de suite. D'autres, on apprendra qu'ils ont été, d'autres ébus ont été transportés par avion vers le Katanga. D'autres sont serrés dans l'île de Mateba. Et immédiatement, on a commencé à avoir des problèmes de Mobondo dans cet espace-là. Ouais. Alors, continue. Et donc, vous voyez là que fondamentalement, les deux métiers sont contradictoires et ça pousse à des confrontations permanentes et récurrentes. Et donc, on est dans cette situation-là. On est dans cette situation-là. Mais entre-temps, quand vous regardez les frontières, nous avons à peu près 11 000 km de frontières avec tous les pays voisins. On est à 9 pays voisins et 2 frontières liquides, hein, au niveau du fleuve, à la Mouchi, compagnie, etc. Alors maintenant qu'on n'a pas pris soin, de pouvoir faire une démarcation avec des bornes, il y a perméabilité des uns des autres au niveau de la frontière. Et donc, cette insuffisance d'intelligence institutionnelle, c'est-à-dire de gouvernance pour rendre plus efficaces les services de l'État, compagnie, etc., de manière à protéger les frontières, ça a été à notre défaveur. Au point où, comme chez nous, on peut facilement s'acheter une carte d'identité, et là, ça pose problème. Alors maintenant, les gens commencent à réfléchir sur les faciès. Or, avant que les autres n'arrivent au regard des différentes migrations, il y a eu aussi des Tutsis lors de la délimitation. Hein, il y a une partie qui est restée au Congo, une autre partie est allée au Rwanda. C'est très important. Et donc, il fallait que l'on comprenne cette situation. Mais le grand problème ici, c'est quoi? Parce que nous sommes en train de rechercher des solutions. Durables. Pourquoi les puissances d'argent nous en veulent? Les puissances d'argent exprimées par les multinationales, les firmes multinationales, qui ont besoin de minerais stratégiques et dont on retrouve ces minerais à l'est de notre pays, dans l'est de notre pays. Et là, il n'y a pas d'usine, cher Delphin, il n'y a pas de société. Ce sont des artisanaux. Nous avons les quelques sociétés que nous avons à l'est, c'est Sakima, c'est Sokimo, etc. La quantité des minéraux
produites par les artisanaux, les créateurs, c'est loin supérieur à la quantité de Sokimo, Sakima, qui sont des sociétés d'État. Ok. C'est comme ça que le Rwanda, pour vivre, a besoin de ces créateurs. Et ces créateurs, pour être efficaces, ont besoin de groupes armés. Et ces groupes armés ont besoin d'avoir et d'amener les minéraux au Rwanda. Il faut s'aimer la terreur. Alors maintenant, le Rwanda a besoin, au regard de ses intérêts, d'avoir des bras séculiers qui protègent ses intérêts. Et c'est comme ça que vous voyez la naissance d'une centaine de groupes armés. Mais le Rwanda vit comment? C'est parce qu'il y a des multinationales. Et ces multinationales viennent acheter à moins cher. Parce que les gens ont tendance à dire, mais pourquoi ils ne peuvent pas coopérer directement avec le gouvernement congolais? Attention, la guerre est devenue plus rentable que tous les investissements. La guerre. La guerre. Vous pouvez investir, je ne sais pas, dans tel ou tel domaine, mais quand vous faites la guerre, mais vous gagnez plus. Donc la guerre est devenue un moyen de commerce. Donc. Oui, c'est une source de richesse. Les Américains ont fait... font beaucoup de guerres pour ça. 244 ans d'indépendance, 241 ans de guerre. Ils ont plus de 750 bases militaires à travers le monde. Plus de 750 bases militaires Oui. à travers le monde. Et ils ont de l'argent simplement parce que chaque fois qu'ils opèrent, ils sont capables de prendre les richesses. Ça donc les contrats entre la RDC et les États-Unis peut nous servir parce que les États-Unis ont l'expérience de faire la guerre. C'est là où les opposants pensent que Tshisekedi veut vendre les pays. Excusez-moi, les pays pour se maintenir au pouvoir. Excusez, mon ami va parler. Mon ami va parler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la vision américaine qui voudrait, à travers ces multinationales, obtenir les minéraux à moindre frais. C'est comme ça que vous avez vu, les Américains, ils étaient en Afghanistan, etc. Ils ont fait 20 ans. Les gens disent, mais ils ont fait 20 ans. Mais il n'y a pas eu la paix. Ils ont échoué. Non, ils ont tout pompé le pétrole. Ils ont atteint les objectifs. Donc ils n'étaient pas là pour la paix. Non, qui vous dit la paix? Cependant, le problème qui se pose dans notre pays aujourd'hui, c'est un problème fondamentalement économique. Donc la guerre est économique. Économique. Tous ce sont des affaires militaires. Tout simplement parce que les multinationales cherchent les minéraux. Tous ces pays de puissance cherchent les minéraux. Le Rwanda a besoin de gagner parce qu'il bénéficie $1 milliard de frais de transit. Tous ces minéraux qui viennent du Congo, ça passe par le Rwanda. Lui bénéficie. Ce n'est pas la transformation, non. Dans un pays commissionnaire. Voilà. Commissionnaire, sous-traitant, courtier. Et tous ces groupes armés, ils sont aussi sur le plan économique. Et je regrette beaucoup quand j'écoute l'opposition politique de notre pays. Non, c'est le problème politique. Non! Vous pouvez vous entendre aujourd'hui, mais qui va terminer le problème avec les militaires? Voilà pourquoi j'ai posé la question. Si la classe politique congolaise est limitée. Pourquoi nous sommes en train de vouloir être en contact avec les Américains? C'est à cause de leur capacité de dégonfler des tensions. Est-ce que ça ne serait pas notre défaveur? Parce que vous venez de donner un exemple ici, en Afghanistan, les États-Unis ont fait 20 ans, il n'y a pas eu la solution. Est-ce que chez nous, il y aura la solution? Mais la guerre est terminée à la fin. Ils risquent aussi de nous piller. Et puis, ils ont fait la guerre. C'est comme ça qu'il faut être intelligent quand on négocie. La négociation, c'est la capacité de construire des intersections. Quels sont les objectifs? C'est avec qui nous coopérons, etc. Et quels sont nos objectifs? Nous faisons le point d'intersection et chacun gagne les dividendes autour de ce que nous voulons. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, il faudrait, au niveau régional, construire une dynamique autour d'un organisme régional. Cet organisme régional doit répondre les pays dans la région des Grands Lacs. Et il y aura des organes, des instances, compagnies, etc. pour dégonfler des tensions. Il y aura aussi des entreprises. Des entreprises stratégiques. Et vous voyez que les Américains viennent comme ça opérer. Non. Nous, ce sont nos minéraux. Nous devons discuter avec les Américains. Et ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'on leur donne le... Non, c'est pas ça. Non, nous sommes un État faible. Nous avons besoin de la paix. Ils peuvent nous imposer ce qu'eux veulent pour nous donner la paix. Donc, le gouvernement est en train de négocier avec les États-Unis
en ayant la tête baisse. Non, 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 non. On peut négocier, nous sommes quand même un État, mais on peut mettre en place des structures qui permettent l'implication, l'intégration des différents acteurs qui sont impliqués dans la dynamique, n'est-ce pas, de cette guerre. On peut prendre les Américains, on peut prendre les multinationales, et au niveau de la sous-région, on peut prendre nos voisins, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont les pays qui changent d'adresse. Et au niveau interne, c'est le Congo, au regard avec son gouvernement, autour d'une entreprise, et on va les actions. Merci. On va les actions. Si les Américains peuvent acheter autant d'actions pour extraire, encore que bon, voilà, c'est une entreprise, on devra rendre compte qui gagne quoi et avec quel apport il a amené. C'est ça qui va diminuer la guerre. C'est pas... Merci. Pas autre chose. Alors, Monsieur Christophe Ngoy, vous êtes coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo, mais plusieurs personnes m'ont posé des questions très questionnantes en disant est-ce que les opposants n'ont pas raison quand ils sont en train de dire que Tshisekedi est en train de vendre le pays aux Américains? Parce que si vous regardez, même dans l'équipe des gens qui ont représenté la RDC, il semble qu'il y a manque de compétences et nous risquons de tomber dans l'histoire de l'accord. Vous voyez, c'est que Raymond Tshibanda avait signé avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous payons les prix. Est-ce que... Raymond Tshibanda est compétent, mais il n'est pas compétent. Nous payons les prix aujourd'hui parce Non, qu'il semble je vous que pose une question. Il est compétent, mais il n'est pas compétent. C'est ce que j'ai dit. Il semble que Obasanjo lui avait posé la question pourquoi vous acceptez cet accord. Est-ce que les gens que la RDC a envoyés, ces gens sont suffisamment outillés pour signer un contrat, un bon contrat qui ne va pas nous créer des problèmes demain? Voilà, je vais vous répondre. Il y a deux aspects. Okay. Mettre fin à la guerre. Parce que le pays n'est même pas agressé, il est braqué. Il est braqué. Vous insistez tout. Oui, parce que c'est des gens qui veulent venir prendre par la force ce que vous avez chez vous. Ils viennent vous braquer, ils prennent. Derrière eux, ils ont peut-être des receleurs, ça ne vient pas de moi. Les Européens même, des députés européens, ont déclaré haut et fort que l'Union européenne s'est constituée en receleur des minéraux qui sont pillés au Congo. Pour ce faire, donc, il y a des braqueurs. Le Rwanda, c'est un braqueur. C'est quand même un pays souverain. Non, il y a un braqueur. Qui est respecté. Écoutez, c'est un braqueur. Kagame, c'est un braqueur. Alors, il n'a rien chez lui et il s'est dit, je me fais sous-traitant. C'est faux. Des multinationales. Le Rwanda a ouvert ses mines à la communauté internationale. On a vu... oui, il y a eu les images. Bon, excusez-moi, hein, excusez-moi. Il n'y a rien au Rwanda. Mais ça, c'est juste pour essayer de maquiller la vérité. Mais c'est chez lui. Voilà. Revenons sur la question. Okay. Pour terminer la guerre, on met autour de la même table les acteurs qui ont des cartes à main. C'est un jeu de cartes. On ne va pas mettre autour de la table des gens qui n'ont pas de cartes. Vous voulez dire quoi en parlant des cartes? Je veux dire qui ont des atouts qui sont déterminants pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, les États-Unis et l'Amérique est un acteur qui a ces atouts-là. Parce que Donald Trump reconnaît que c'est l'administration démocrate, avec les Clinton et tout ça, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait au Congo, en utilisant le Rwanda. Et qu'aujourd'hui, la chance que la Providence nous accorde, c'est de faire en sorte que Donald Trump soit quelqu'un de lui-même déjà, intrinsèquement riche. Donc, il est difficile qu'il soit au service exclusif des multinationales. Okay. Parce que lui-même, c'était un grand homme d'affaires et tout ça. Il n'a pas besoin d'être corrompu. Qui va lui donner quoi? Lui, il est déjà nanti. OK? Il vient avec une liberté d'esprit. Et il dit aux multinationales, vous voulez les minéraux, alors achetez les minéraux. Normalement, on met fin à la guerre. Ce monsieur, bon, allez voir, on dirait un brigand, hein, quelqu'un de très, disons, de très brutal. Mais c'est un homme imbu de spiritualité.
Et je pense que c'est ce qui lui doit la vie parce qu'on a voulu l'exécuter. Voilà les méthodes. Là, on dit celui-ci va nous gêner, il va gêner nos intérêts, il faut l'abattre. On a voulu l'exécuter, mais Dieu n'a pas voulu. Ma question, est-ce que la RDC Je vais revenir à ma question. a envoyé des bonnes personnes pour que nous ne tombions pas dans Écoutez, les bonnes personnes par rapport à quoi? Non, les gens qui sont routiers, les gens compétents, qui savent quoi dire. Chaque Parce mission, que négocier avec les Américains, vous n'irez pas là-bas chaque pour mission a un objet. Constater leur beauté. Chaque mission a un objet. Lorsque notre frère Tibandantunga Moulongo va négocier, vous dites que même Obasanjo s'est exclamé. Oui, oui. Mais lui, ce n'est pas sa volonté qu'il venait exprimer là-bas, il avait une mission et il devait exécuter. Au cas contraire, il allait subir des remontrances. C'est ce que les opposants disent. Alors, que la maintenant, mission de les opposants, c'est de vendre l'Est. Écoutez ces amis-là. Aujourd'hui, Tshisekedi doit terminer la guerre. En échange de quoi? Il termine la guerre avec ceux qui ont des cartes en main. En échange aujourd'hui, de quoi? Écoutez bien, les États-Unis parce que la destination finale de nos minéraux, c'est l'Occident. OK? Mais ces mêmes destinations de nos minéraux là ont changé d'attitude. Ils disent, nous voulons maintenant prendre les minéraux de la bonne et due forme. On vient avec une proposition gagnant-gagnant. Nous amenons, d'abord, c'est l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale, retenez que l'exploitation artisanale, là où elle s'exécute, Norbert l'a dit, il y a toujours la présence des armes. Moi, je me rappelle qu'une fois, je suis allé en Bujimaï pour une mission. Je devais mener les enquêtes sur le vol des clés de sécurité au niveau du classement à la NCDV, Nouvelle Centrale de Traitement de Bakwanga. Et le général Koumalo vient me voir. Il était commandant des forces alliées, de la SADC. Il me dit, voilà, en venant ici en Bujimaï, ma mission dispose que l'AMIBA c'est un objectif militaire. Et j'ai placé mes éléments partout dans le polygone minier. Mais je suis très inquiet. Chaque nuit, il y a des clandestins qui entrent avec des armes. Ils tirent pour aller récupérer les graviers riches à des endroits qui sont déjà signalés. Et ils sortent en passant à côté de mes positions. Et moi, je crains le jour que l'ennemi se pointerait. Il va venir en tirant, nous allons croire qu'il s'agit de clandestins, c'est habituel. Alors l'ennemi va se retrouver à portée de nos forces et puis il peut ouvrir le feu et je risque de perdre ce siège. Alors, je demande au gouvernement, ça doit s'arrêter. Il faut que les mesures soient prises. Si ça ne s'arrête pas, moi j'enlève mon contingent parce que je ne suis pas prêt à perdre mes hommes. J'étais devant une équation. On a organisé des réunions avec l'autorité provinciale, avec les Ngoï Kassange ici, qui étaient les acteurs dans le domaine de l'exploitation minière artisanale, avec FECODI. On a organisé des réunions. On a levé l'option d'interdire les incursions dans le polygone minier de l'AMIBA. Et c'est ce qui a rassuré le général Koumalo. Et les choses ont évolué. Ça, c'est pour dire quoi? L'exploitation artisanale qui se produit, qui s'exécute dans cet espace-là, il y a toujours des armes à côté. Mais s'il y a des entreprises attitrées qui viennent, qui s'implantent, qui assurent la sécurité, on va délimiter les zones d'exploitation exclusives d'exploitation artisanale et qui seront surveillées par l'État à travers le département des mines. Et entre-temps, l'exploitation se fera et on saura quelles sont les quantités qui sont produites, extraites et exportées. Et ça paye quoi? Et ça, c'est très important. Merci. Ça, c'est pour terminer la guerre. Également, nous mettre sur des bons rails en termes économiques. Alors, il y a un aspect de la gouvernance. C'est là qu'on peut faire intervenir
les opposants et les autres qui veulent, qui disent qu'ils ont des aptitudes à venir nous aider dans la gouvernance, on peut les intégrer. Mais il ne faudrait pas que, pendant que celui qui a l'impérium, qui est de bonne foi, qui se bat et qui a engagé des positions qu'aucun autre président n'a pu engager depuis, et qui est à deux doigts de terminer cette guerre, de la meilleure façon d'ailleurs, avec un intérêt évident pour le pays. Mais tout le monde veut se retrouver sur cette table-là. Vous avez quelle carte pour venir vous retrouver à la table des négociations quand on parle avec des groupes armés, des gens armés et tout ça? Parce que les opposants... Et c'est là où je dis... Parce que les opposants congolais ont écrit à Lorenzo en disant que c'est Tshisekedi qui est l'auteur de la crise. Mais il veut l'être partout. C'est Tshisekedi qui est l'auteur de la crise. Il n'avait pas reçu... il n'avait pas gagné les élections. Ça sont des bêtises. Il avait tripatouillé. C'est là où je reviens. Voilà pourquoi il y a encouragé qui a pris les armes, selon les révélations des Chollet. Donc là... il fallait traiter les problèmes à la source et trouver la solution. C'est là où je reviens à votre question principale. Est-ce la classe politique est-elle mûre, est-elle capable de nous amener à terminer cette guerre? Je vous ai dit non. Alors, on laisse celui qui maîtrise. Je vous ai dit sur ce plateau que beaucoup de gens parlent tout simplement par haine. Hein, ils disent, oh, ce qu'il dit, ceci et tout ça, mais ils ignorent qu'ils ont face à eux un fin politicien, un fin diplomate, un fin stratège. Et même lorsque vous posez la question comment on peut terminer la guerre, qui peut répondre à cette question sans élaborer d'abord une bonne matrice stratégique et puis sortir des concepts et des actes à poser pour y parvenir. Et cette matrice-là doit toucher tous les secteurs, tous les domaines. Alors, mais il y a des gens qui viennent, qui disent, ils vont voir même Lorenzo. Oh non, nous voulons être à la table là-bas pour terminer la guerre. C'est Sanga, et c'est ce que j'amène carte. Ils sont très nombreux. Écoute, moi j'étais avec ces amis-là lorsque nous avons créé l'Union Sacrée. Les Fayoulou et autres. On était là. Union Sacrée ou Assemblée? Non, non, Assemblée, non, sauvons la RDC. Ils étaient incapables de suivre. Je leur ai dit, nous ne pouvons pas être à la traîne de Kabila. Notre adversaire, c'est Kabila. Mais nous sommes à la traîne. Lui, il pose les actes et nous, nous suivons. Il organise, il gagne les élections en trichant. Parce que c'est Bemba qui avait gagné, c'est Tshisekedi qui avait gagné. Et la première fois, c'est Bemba qui avait gagné. Il triche et puis il organise ce qu'il avait appelé concertation. Et nous, nous sommes en train d'observer. On n'a créé aucune plateforme pour faire face à ça. C'est ainsi que nous avons donné l'idée de créer Sauvons la RDC. On a créé Sauvons la RDC. Nous sommes dedans, mais les gens viennent avec des idées disparates. Nous disons maintenant, là, nous devons organiser un conclave, mais nous préférons qu'on l'appelle convention. C'est pourquoi faire. Nous devons avoir maintenant un cahier de charges à opposer à ce que Kabila vient de faire. Et imposer ce cahier de charges-là en termes d'action politique pour opérer un pas plus que lui. C'est ainsi qu'on a organisé cette convention et au sortir de la convention, nous avons déterminé notre tableau de bord en exigeant des élections à la fin du mandat. Et c'est alors que nous avons été capables de suivre, d'entrer dans la matrice de M. Kabila, comprendre qu'il allait vouloir glisser. Merci. Et nous sommes opposés, nous avons stoppé ça. Merci, M. Christophe Ngo. Et j'étais avec ces hommes, ces politiciens-là. Merci. Et la stratégie, ils étaient incapables de la produire. Donc, et c'est moi qui l'ai produite. Ah, ok, donc c'est moi qui l'ai produite. Faïlou Katoumbe et tant d'autres, ils étaient incapables. Aujourd'hui, qu'ils nous produisent, ne serait-ce qu'une matrice indiquant comment ils peuvent terminer la guerre. Merci. Katoumbe avait dit dans 6 mois, ils pouvaient terminer la guerre. Il fallait juste payer bien les soldats. Alors, M. Norbert, même on me fait s'il nous reste 20 minutes, il nous reste des questions importantes. Mais avant de parler de la rencontre du chef de l'État avec le président Kagame au Qatar, mais il y a quand même l'interview que le chef a accordée aux médias américains où on lui a posé la question, vous voulez signer les contrats avec les États-Unis au moment que la Chine
c'est un pays menaçant, une puissance montante. La Chine, elle est présente chez vous en République démocratique du Congo. Comment gérer ces deux grands pays chez vous? Le chef a répondu, mais les opposants pensent que les chefs amènent le Congo dans une guerre que lui-même ne saura pas maîtriser entre la Chine et les États-Unis. Vous êtes un développeur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Christopher est en train de m'épater toujours. Bon, quand on est très proche, peut-être qu'on n'arrive pas à aller en profondeur, mais quand c'est... Voilà. Je sais à quel niveau, à quel moment j'ai connu ces choses. C'est pas si facile pour un homme politique congolais. Je voudrais quand même rassurer les gens que ne tombons pas dans une sorte de bassesse. Nous sommes un grand pays avec autant de ressources. En Afrique, nous avons le pays qui a potentiellement le plus de moyens. Potentiellement. C'est la Libye. Ça a été évalué en termes de ressources naturelles, 50 000 milliards de dollars. Ça, c'est la Libye. Okay. Deuxième pays, c'est Congo-Kinshasa, avec 24 000 milliards de dollars en termes de potentialité. Troisième, c'est le Nigeria, avec 1000 milliards. Regardez la distance entre le Nigeria, qui est réputé aujourd'hui comme le pays économiquement plus fort en Afrique, mais le Congo, c'est 24 000 milliards. Voilà. Et il faut bander les yeux pour ne pas comprendre ce qui représente la géopolitique ou la géophysique du Congo par rapport au monde. Alors, malheureusement, pour nous, nous n'avons pas des usines de transformation. Nous n'avons pas des industries. Nous n'avons pas des industries. Nous n'avons pas des capitaux. Un pays comme la France a un PIB de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Mais nous avons à peine, avec le président Tshisekedi, 65 000 milliards. 65 milliards. Okay. 65 milliards. Donc, nous n'avons pas de moyens. Alors, la capacité d'un leader, c'est de mobiliser les différents investisseurs à travers le monde. Ceux qui sont capables de pouvoir transformer. Si nous parlons de coltan, de lithium, de cobalt, de l'or, mais aujourd'hui, on a découvert les terres rares. Et les terres rares coûtent plus cher que les cobalt. Et ils sont 17 au Congo-Kinshasa. Vous voyez? Donc, nous sommes victimes de nos richesses. Alors, nous devons y mettre de l'intelligence institutionnelle. Ouais. Cette intelligence qui doit marcher de pair avec l'intelligence économique pour chercher qui peut coopérer avec nous pour que nous puissions aussi vivre de nos richesses. Et la Chine est chez nous. On a un contrat... Qui l'a amené? De plus de 6 milliards de dollars. Certainement qu'on a révisé. Oui. Et que ça nécessite d'être davantage révisé. Mais le Congo est grand. C'est 2 345 000 km². À l'est comme à l'ouest, il y a toujours des richesses potentielles. On a besoin des intervenants. Si hier, la colonisation, avec tous les néocolonialistes, etc., n'ont profité au maximum de nos ressources, aujourd'hui, nous voulons sur la table négocier avec toutes ces puissances. C'est comme ça qu'on négocie avec la Chine. On a réussi véritablement à la mettre à laquelle elle est. Nous sommes avec les Américains. Parce que, croyez-moi, l'Amérique est un partenaire traditionnel, stratégique du Congo. Oui. C'est l'Amérique. Et nous sommes dans une sorte de compétition, de guerre froide à travers le monde, etc. Si nous avons reçu les Chinois, c'est très bien parce que nous avons besoin de moyens additionnels, mais nous devons aussi être avec notre partenaire traditionnel, avec qui nous avons construit une dynamique autour de ce que cela a représenté notre vie. Et c'est comme ça que le président dit, oui, on a besoin de puissants, des gens qui peuvent nous aider, ne serait-ce que même par la diplomatie, pour calmer le jeu, les gens qui orientent le monde. Mais les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Mais la question des Américains, comment gérer ces ambitions, les ambitions de ces deux pays sur la terre congolaise? Je m'excuse beaucoup.
Je me suis au cours. Sur la Et terre donc, congolaise. les États-Unis vont venir, c'est pas bon, leur dire, bon, allez, prenez Ruchuru, prenez l'Enobium gratuitement. Non, c'est pas ça. Ah, sinon, nos politiciens réfléchissent comme ça, vraiment, c'est un danger public pour le pays. Vous dites C'est un danger public. Comment ils peuvent Ils réfléchissent ainsi par rapport à ce qu'ils ont pu faire avec les Chinois. C'est ça. Ils pensent que Tshisekedi va faire pareil. Donc, les Américains vont venir, ils font les listings, et ce qui représente leurs besoins. Et carte sur table, nous disons, vous voulez ça, nous avons ça, nous faisons comment? Or, la tendance aujourd'hui, c'est de dire, créons des entreprises. Et vous avez vu la vision du chef de l'État, en créant la zone économique à Maluku. C'est cette vision qui doit véritablement construire un ancrage sur l'ensemble du territoire national. Vous venez, hier, on prenait les produits bruts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous vous installiez, que vous vous transformiez pour qu'on crée de l'emploi pour nos jeunes gens et qu'on crée, et vous payez les taxes à l'État. Et l'État aussi touche les dividendes de ce qui représente sa contribution. C'est cela la négociation. C'est cela si on doit pouvoir faire le lobbying. Mais les gens disent non, on veut vendre. Oui, les Américains coopèrent avec les Chinois. Pourquoi vous avez peur? Les Chinois tirent 560 milliards de dollars de leur commerce avec les Américains. Oui. Et les Américains tirent 135 milliards. C'est comme ça que vous voyez Donald Trump dit non, c'est trop peu, j'augmente les taxes, la guerre commerciale. Mais qu'ils lisent. Alors maintenant, s'ils doivent venir chez nous, un pays par exemple comme le Rwanda, 26 000 km, 100 fois moins que le Congo, il peut tirer, susciter l'attractivité. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Mais nous n'allons pas dire, écoutez, voilà les rings, battez-vous. Non. Chacun a un espace. Les contrats sont diversifiés. Pourquoi pas? Et je note ce que disait tout à l'heure mon frère Christopher lorsqu'il parle de la personne de Donald Trump. Vous savez, je suis panafricain, je ne parle pas beaucoup de ces gens, etc. Mais je dois vous avouer que c'est quelqu'un qui est envoyé pour quand même stabiliser le monde. Okay. Aujourd'hui, il y a deux tendances, deux types de nationalistes. Il y a les nationalistes d'ambition et les nationalistes de repli. Okay. Les nationalistes d'ambition, c'est comme les Chinois, les Russes, les Indiens, etc., ceux qui se retrouvent dans BRICS. Mais les replis, ce sont des pays qui ont mis en place un système de gestion au travers l'OCC, comment on appelle ça, Office du commerce international, et qui ont pensé pouvoir envahir beaucoup de pays avec leurs produits, compagnie, etc. Et la Chine est venue détruire ce marché et ils sont dans un processus de démondialisation. Au lieu de la mondialisation, ils sont dans la démondialisation. Ça veut dire, en fait, au lieu de faire comme avant, non, non, alors protégeons-nous. Au lieu d'aller dépenser 750 bases militaires, mais diminuons. Pourquoi nous devons dépenser autant d'argent? Cet argent aurait pu nous servir à quelque chose. Et alors, on a besoin de cet homme-là, pendant que nous sommes en train de chercher une solution circonstancielle. Attention, parce que la solution durable aura plusieurs étages. Okay. Mais ce qui est urgent, immédiat, aujourd'hui, c'est d'arrêter la guerre et de reconstruire l'Est de notre pays. Alors nous avons besoin de sapeurs-pompiers, comme les États-Unis, comme la Chine aussi, ils travaillent. Donc ce n'est pas mauvais de signer avec les États-Unis. Donc le problème, c'est les opposants congolais qui n'arrivent pas à percer l'échelle de la réflexion, de la compréhension du chef de l'État, dont ils sont limités. Non, je n'en fais pas de conclusions non concluantes, mais je dis qu'ils doivent fournir beaucoup d'efforts et déconjectionner leurs émotions toxiques. Leurs émotions toxiques. Les opposants. Oui. Merci. Pour que nous voyons tous ensemble dans la même direction. Ils sont tarés. Retirez, c'est quand même fort. Je retire. Merci. Alors, je vous donne la parole. Monsieur Christopher Ngoy, on me fait s'il nous reste 10 minutes. Je vais vous donner 5 minutes, comme ça vous allez chiter par rapport à cette question. Les dialogues de Luanda, le M23, Bissimois a été sanctionné par l'Union européenne et d'autres personnalités rwandaises. L'EFC a refusé l'invitation. Le même jour, on voit les chefs de l'État au Qatar, face à face,
avec le président rwandais. Les gens se sont posés des questions. Parce que le président Tshisekedi avait dit, je souhaite avoir un dialogue direct avec Paul Kagame, lui poser la question, qu'est-ce que tu veux chez moi? Parce que moi, je te dois rien. Pensez-vous que cet tête-à-tête va produire des fruits et des bonnes solutions efficaces pour mettre face à cette guerre de l'Est? Oui, ce tête-à-tête pourrait produire des fruits. Okay. Mais ce n'est pas la seule option pour nous Congolais. Okay. Parce que ça peut ne pas produire des fruits. Mais moi, je voudrais dire que ce que beaucoup ignorent, Kagame, en ce moment, il est en difficulté. Selon Kinshasa ou selon... Selon le terrain. Okay. Moi, je suis société civile, je parle directement avec les habitants qui sont à Bukavu là-bas. Ok. Mais pas au Rwanda? Non, pas au Rwanda, je ne suis pas rwandais. Bukavu, par exemple, est encerclé. Il y a des milliers de Wazalendo. Okay. Les FARDC sont aussi là-bas. Et les RDF, de quoi ADF. Comment ça? Les soldats rwandais, l'armée rwandaise. Ils ont reçu l'ordre de s'exfiltrer. Pourquoi? Parce que Nitoté, l'ordre qui a été donné aux Wazalendo et tout ça, de ne pas entrer dans Bukavu, ils seraient déjà entrés. Toutes les autres tentatives, ils n'ont pas pu. Alors, Kagame s'entend cela. C'est lui qui a demandé qu'il puisse rencontrer le président Tshisekedi. Vous dites. C'est lui, Kagame, qui a demandé qu'il puisse rencontrer le président Tshisekedi en tête à tête. C'est votre invention. Après avoir fui... Pour Tshisekedi, ou c'est la réalité que c'est Kagame qui a demandé de voir Tshisekedi? Bon, écoutez, moi je vous dis souvent des choses ici. Aucun jour, vous êtes venu me dire que voilà, ce que vous avez dit a été faux, on a vérifié, on a trouvé ceci. Ou bien au contraire. Okay. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui s'est fait. Okay. Alors, avant que le président n'accepte d'aller, c'était sous le regard des États-Unis d'Amérique. Pour terminer la guerre ici, là, je voudrais paraphraser mon ami Norbert. Nous avons besoin de gendarmes. Les États-Unis vont se comporter comme gendarmes. Ça, c'est de 1. C'est ça l'une des cartes qu'ils ont. Vous savez que dernièrement, même Donald Trump est allé là-bas, concernant le dossier ukrainien. Lorsque Donald Trump dit « ne seront sur cette table-là pour terminer la guerre en Ukraine que ceux qui ont des cartes ». Aujourd'hui, les Européens n'ont pas de cartes pour terminer cette guerre-là. Ils n'ont pas d'approche, n'ont pas de capacité, que ce soit militaire ou autre, pour terminer cette guerre-là. Parce que c'est les États-Unis qui ont tout apporté, et l'argent, et du matériel, et ils ont cautionné. Mais là où les États-Unis maintenant vont se mettre avec la Russie pour terminer la guerre, ils n'ont pas d'espace. C'est pareil que le Congo. Celui qui a agressé le Congo, c'est le Rwanda, avec ce supplétif. Et le président disait, moi je voudrais parler ou discuter avec l'agresseur. C'est Kagame, c'est le Rwanda, pas les autres là. Et même quand on a dit discuter avec eux, il a dit ok, j'accepte. Et même on est allé. Alors là, c'est Kagame qui a réclamé. Et on lui a dit, à Luanda, vous aviez séché cette rencontre-là. Il dit non, les choses ont évolué. Cette fois-ci, je suis disposé. C'est ainsi que c'est à cette condition-là que le président de la République du Congo a accepté de se déplacer pour aller là-bas. Et ils se sont rencontrés. Kagame a accepté, sans condition, de retirer ses troupes, de les cantonner, je crois M23 au Rwanda et au AFC en Ouganda. Et c'est cela qui est en train de se mettre en place. Mais comme c'est des gens surnois, ok, pendant qu'il dit une chose, et sur terrain, il envoie ses supplétifs. L'Ingumino, il dit attaquer là-bas, ainsi de suite, et puis il dit non, 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 moi je ne contrôle pas, ce sont des forces incontrôlées et tout ça. Et c'est là où nous disons, c'est des bonnes guerres.
ces promesses ou ces engagements peuvent ne pas tenir. Mais il ne faudrait pas que nous restions là, inactifs, téléspectateurs, en disant que parce qu'il a promis qu'il va retirer ses forces, eh bien, ces lettres d'évangile, ça va se faire. Non, nous devons rester vigilants. Nos Wazalendo, ce sont bien sûr nos réservistes. En dehors de ça, c'est des Congolais qui ont vu leur espace de vie occupé. Ils ont été chassés de leurs terres. Ils ont le droit de continuer à se battre pour reconquérir leurs terres. Le cessez-le-feu ne va pas s'opérer tout en laissant l'ennemi chez nous. Non. Donc, malgré le cessez-le-feu, les Wazalendo peuvent continuer. Ils ont la latitude de continuer. Okay. Ils ont la latitude de continuer. Et là, ça, également, ce n'est pas violer le cessez-le-feu. Ce n'est pas violer le cessez-le-feu. Et là, je voudrais également dire ceci au peuple congolais. Nous semblons appeler cette guerre-là la guerre de l'Est. Alors que c'est la guerre du Congo. C'est une partie du Congo qui est attaquée. Ce sont nos frères et sœurs qui laissent couler le sang. Et aujourd'hui, nous sommes entre 12 à 15 millions de morts. Et si nous comptabilisons, nous disons, chaque être humain a en moyenne 5 litres de sang. Et multiplié par 12 millions, le moins qu'on puisse dire. Nous avons 60 millions de litres de sang. C'est tout un fleuve. Et c'est pourquoi nous arborons ces signes ici. Ok, je n'ai pas compris quand je vous Voilà, nous arborons. Il y a Jean-Pierre Bemba aussi qui a porté ça. Oui, nous demandons aux Congolais de porter ça. Ça, c'est pour manifester de un, la solidarité avec nos frères de l'Est qui sont en train de faire de voir leur sang couler. C'est pour marquer notre solidarité envers tous ceux qui ont perdu la vie, des milliers de personnes, que nous ne pouvons pas matérialiser ni illustrer. La force du Rwanda, c'est quoi? Il a toute une colline de caboches humaines qu'il a entassées, et puis il montre aux gens, voilà comment on nous a tués. Et ça fait émouvoir. Et nous parlons de 12 millions, mais les gens ne voient pas ça, ils n'illustrent pas ça. Et c'est pourquoi nous disons, l'hôtel de ville a interdit que nous puissions organiser des manifestations, des marches ou des meetings. Ok, nous acceptons. C'est avec raison d'ailleurs. Et nous disons, notre façon de manifester, c'est d'exiger que, au regard ou sur pied de la résolution 2773, que les forces d'agression quittent notre territoire. De deux, les Congolais vont arborer ça, ils vont vaquer paisiblement à leurs occupations. Parce que là, quand tu es là, tu peux te révolter par ce qui se passe à l'Est là-bas. Comment le saurions-nous? Nous ne le saurons pas. C'est important ceci, on va se dire, Delphin est révolté par ce qui se passe. Mon ami Norbert Yamba, il est révolté par ce qui se passe là-bas. Mais comment pouvons-nous savoir? Parce qu'on le voit, il est normal. Mais il doit avoir un signe qui indique qu'il est révolté. Il doit porter un signe qui indique que le sang a coulé abondamment et continue à couler et qu'il faut y mettre fin. Merci. Ça, c'est le mot d'ordre du coordonnateur de la Société civile nationale de la paix et démocratie du Congo. Quand vous commencez des choses comme ça prend toujours l'ampleur. Alors, M. Norbert Mbemba, je vous donne également le mot de la fin. Face aux sanctions de l'Union européenne, pensez-vous que l'AFC, le Rwanda et le M23 seront affaiblis? La diplomatie, c'est une science qui forme les hypocrites d'État. Vous dites? La diplomatie. Ça, c'est Norbert. C'est une science qui fabrique les hypocrites et les escrocs d'État. Ça, c'est fort, ça. C'est-à-dire, il a telle couleur, il présente telle couleur, mais il a une autre couleur. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons besoin d'affirmer notre leadership. Montrer que nous sommes capables de saisir les événements et de les dévancer. Et c'est là que nous remercions le président de la République qui a été entraîné pendant plusieurs années pour faire un combat diplomatique et qui connaît les acteurs, qui connaît le problème et qui connaît les pistes. Et il sait comment il joue. Personne ne pouvait lui donner encore le temps aujourd'hui. Tout à fait. Malgré leur hypocrisie,
Et il faut qu'ils sachent que nous connaissons quelle est leur fondation par rapport à cela. Mais je voudrais terminer en disant, ce qui se passe dans l'Est de notre pays, c'est un problème, c'est une crise complexe, complexifiante. Okay. Et on ne donne pas de solution simple à des problèmes complexes. Il faut construire les étages. Au niveau des multinationales, voilà. Aujourd'hui, on est avec tous les leaders de puissance d'argent. D'un côté, vous avez les Américains qui sont disposés à discuter avec nous. Nous avons les Chinois qui discutent avec nous. Et nous avons plusieurs pays, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit, n'est-ce pas, la France, la Belgique. de BRICS. Nous sommes en train d'avancer. On n'a pas perdu la Manche. Mais deuxième étage, qu'on le veuille ou pas, nous aurons des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, tous ces gens qui sont en frontière avec nous, à côté de nous. Ils n'ont pas de moyens. Ils vivent du Congo. Un prof sortait un résultat d'une recherche. On exporte au Rwanda 13% de minerais et exporte 87%. Quand vous faites 87 moins 13, ça vous donne ce qu'ils prennent de manière illégale et illicite au Congo. 50% de leur budget viennent de cette exploitation illicite. Et les 50% viennent de l'extérieur. Donc c'est un pays, ni tété, le Congo aurait beaucoup de difficultés. Disparu. Alors maintenant, ceux qui lui donnent les 50% qu'il met dans son budget, ils se disent, on a honte. On a tellement pactisé pour neutraliser, déconstruire le Congo. Aujourd'hui, il y a moyen de s'entendre. C'est pourquoi il s'est trouvé dans la triste obligation. Comment va-t-il respirer? Les hôtels au Rwanda aujourd'hui ne reçoivent plus de personnes. Le tourisme a changé, a diminué de manière sensible. Alors, on va vivre quoi? Parce que plus personne ne fait confiance. C'est dans ce contexte contextualisé que le Rwanda se trouve à cette position. Alors maintenant, il faut que l'élite politique de notre pays puisse comprendre cette évolution positive pour ne pas donner toujours à la communauté internationale ou à l'opinion internationale l'idée que nous sommes des immatures. Nous n'aimons pas notre pays. Certes, nous pouvons avoir nos propres problèmes. Il y aura un étage où nous pouvons nous intégrer tous dans la palabre africaine pour que nous puissions avancer. Mais maintenant, n'imposez pas de conditions parce que les problèmes fondamentalement économiques, cherchons des problèmes, des solutions économiques au lieu de chercher d'anticiper les problèmes politiques. Merci, Monsieur Norbert Yamba. Ouf. C'était une émission des têtes bien faite de la République, je vous dis. Un grand merci, Monsieur Norbert Yamba, le panafricaniste, cadre de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, il y a des têtes. Parmi les têtes de l'UDPS, vous êtes là. Quelqu'un m'a dit, il veut vous voir au sommet et gérer des grands ministères, tout simplement parce que l'UDPS a encore des choses à donner. Merci à vous. Je pense que le chef de l'État, les autorités vont écouter ce que l'opinion demande au nom de Yamba Yamba également au prophète politique, parce qu'on l'a surnommé comme ça, Monsieur Christopher Ngoy, prophète politique. Qui m'a ébloui aujourd'hui. Voilà. Merci on a toujours fait ensemble, monsieur. À notre invitation, Monsieur Christopher Ngoy, coordonnateur national de la société civile. Il s'est comporté comme un géopoliticien. Vraiment, c'est un homme rempli d'atout. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delcas Télévision, Communication Plus Télévision. Un grand merci à notre DG, @Mukuna, les vrais fils maison d'Etienne Tshisekedi. La thématique d'aujourd'hui, c'était perspective de paix dans l'Est. La classe politique congolaise est-elle limitée face aux enjeux? Mais ici, il y a eu des têtes bien faites, ils ont réfléchi. Espérons que vous allez continuer à consommer leurs réflexions, leurs idées, mais il faut les associer à la table pour comprendre le fond de leurs pensées. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Une autre RDC est possible. Au revoir.